BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques et Alter Eco Plus. Bonjour Christian. Bonjour Emmanuel. Et à ma droite, Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos, le monsieur livre des Échos. Et on va tout de suite commencer avec votre choix, Daniel. On précise que c'est un livre qui va sortir dans les jours qui viennent. Il n'est pas encore sorti, mais bon, on était tellement excités à l'idée de voir ce que ça pouvait donner, parce qu'il est écrit par une personnalité sulfureuse, Loïc Le Floch-Prigent. Ça s'appelle La bataille de l'industrie. Daniel, présentez-nous un peu d'ailleurs, pour commencer, Loïc Le Floch-Prigent. Rappelez-nous qui c'était. Alors Loïc Le Floch-Prigent, avant, c'est démêlé judiciaire comme président d'Elf. Malheureusement, on ne se souvient de lui que sous cet angle, mais enfin, ça a été quand même un patron, un capitaine d'industrie. Ouais. Il a travaillé dans les cabinets ministériels de la gauche mitterrandiste au tout début du premier septennat Mitterrand. Ensuite, il a été patron de Rhône-Poulenc, il a été patron de Gaz de France, il a été patron de Elf, donc de la SNCF. De la SNCF aussi. Donc c'est vraiment un personnage qui connaît bien l'industrie, et puis il a eu un entre-gens très très important au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et dans ce bouquin, il pousse un véritable coup de gueule, qui est au fond un coup de gueule contre la classe politique française, gauche et droite confondue, qui, selon lui, a totalement laissé tomber l'industrie française par idéologie, par désinvolture, et il cite notamment cette hémorragie incroyable de champions nationaux qu'on a connus depuis quelques années. Alors Péchinet, plus récemment Alstom, on l'a vu, Alcatel, Rhodia, enfin on peut encore en citer beaucoup d'autres. Et donc il s'interroge sur la raison pour laquelle on a laissé comme ça partir tous ces grands groupes à l'étranger ou sous capitaux étrangers. Et au fond, sa thèse, c'est de dire que la classe politique, dans son ensemble, s'est totalement vendue à une forme d'idéologie venue du monde anglo-saxon qui est l'idéologie des marchés financiers. Vous vous souvenez, au début des années 90, la France découvre la bourse triomphante. Il faut mettre toutes les entreprises en bourse. C'est le grand moment des privatisations. Et donc, il faut rendre les entreprises présentables. Alors, pour les rendre présentables... Juste pour nos auditeurs, c'est bien Daniel Fortin des Échos qui parle et pas Christian Chavagneux d'Alternatives économiques. Et pour les rendre présentables, ces entreprises, au fond, il faut les nettoyer de toutes les scories, de toutes les activités annexes qui font d'elles des conglomérats, ce que la bourse n'aime pas. Et donc, on va les recentrer. C'est ce qu'on appelle les pure players. C'est la grande théorie de l'époque. Et donc, à force de les recentrer, d'en faire des plus players, on va les affaiblir et on va finir par les donner en pâture aux capitaux étrangers. Alors, c'est une thèse qui, je l'avoue, est très contestable par certains points, mais je dois le reconnaître, elle finit quand même par interroger, parce que ce que dit Le Floch-Prigent, c'est au fond toute cette liste de grands groupes qui sont partis. C'est vrai qu'au fond, on les a un peu laissés partir sans se poser trop de questions. Il n'y a pas eu tant de polémiques que ça, à part l'affaire Péchinet, mais depuis, plus tellement. Et là, récemment encore, Alstom, il y a eu quelques bouquins sur la vente d'Alstom à General Electric, notamment des thèses complotistes, mais enfin rien de très sérieux sur pourquoi, au fond, est-ce qu'on laisse partir de façon aussi désinvolte des groupes de cette taille, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et là où Le Floch-Prigent est pertinent, je termine par là, c'est qu'il dit, au fond, les États-Unis comme le Japon, qui sont deux autres très grandes nations industrielles, elles ne font pas ça. Ils protègent leur groupe et ils font en sorte que leur groupe reste en fait, on n'a rien compris au capitalisme. Voilà, exactement. Christian Chavagneux. L'avantage de votre émission, Emmanuel, c'est que ça donne la possibilité de lire un nombre de livres de patrons absolument considérable. D'ailleurs, vous ne faites que ça depuis ces derniers temps. Il y en a plein que vous trouvez bien. Tous ces patrons ont le temps d'écrire autant. Il est à la retraite. Il est quand même toujours actif, en dépit de ses 70 ans et plus. Et vraiment, il y a deux catégories de livres. Il y a les pleurnicheurs et les conquérants. C'est vraiment clair. Comme on dit en anglais, il y a les winners avec un H après le W et les winners, ceux qui gagnent. Et malheureusement, le livre de Loïc Le Floch-Prigent est vraiment dans la première catégorie. Il fait partie des pleurnicheurs. Daniel a extrêmement bien résumé tout l'intérêt du livre, qui tient à peu près en 10 pages. Malheureusement, il faut se taper les 240 autres pages. J'ai eu, je l'avoue, beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve tous les poncifs traditionnels. Si l'industrie française va mal, c'est parce qu'a dit Daniel, problème de classe politique, de stratégie, mais aussi parce qu'il y a les 35 heures, le code du travail est trop épais, il y a trop d'impôts dans ce pays, bien évidemment, il y a même beaucoup trop de charges. Et alors, j'ai quand même
obligé de bien rigoler lorsqu'un patron de la restauration, premier secteur du travail au noir et du non-paiement des charges et de la fraude sociale, nous explique qu'il y a trop de cotisations sociales. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de travail au noir, Christian. Oui, d'accord, mais dans les autres secteurs, non. Donc on se demande bien pourquoi eux devraient avoir recours à ce type de comportement condamnable par ailleurs. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, Emmanuel. Tout ça est entrelardé de réunions avec des rencontres, avec des grands patrons qui l'admirent. Et par exemple, Henri Proglio, lorsque je présenterai mon livre, je vous présenterai la façon dont Henri Proglio peut être perçu, pas toujours de manière très positive. Évidemment, je suis très mesquin, mais lorsque M. Le Floch-Prigent commence à dénoncer les patrons qu'il n'aime pas, ça prend une tournure beaucoup plus rigolote. La façon dont il descend en flammes Patrick Cron, le PDG d'Alstom, pour avoir vendu une bonne partie de son entreprise à General Electric, vaut quand même son pesant de cacahuètes. Les quelques patrons sociaux qui sont là, il nous parle d'Antoine Rébou, malheureusement, il nous dit « c'est un patron social, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est surtout un patron, on a le droit à 2-3 paragraphes. » Et puis surtout, c'est plein de vieux mâles blancs, toute la nouvelle économie, tout ce qu'alors bien évidemment, il a dû se dire mince, si je parle que des vieux patrons qui sont nés dans les années 20, les années 30, on va me dire ça va me renvoyer à mon passé. Donc on a quand même droit à quelques paragraphes sur le patron de vente privée et puis sur Xavier Niel, là on a le droit à 3 paragraphes. Bon, mais à part ça, honnêtement, en plus c'est un livre très très mal écrit, là l'éditeur n'a pas fait son travail. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin quand même parce qu'il y a plein de phrases comme ça. Mais alors celle-là, pour la grande industrie, je conteste l'idée que la priorité soit la reconstitution des marges avec des recettes sur les charges et sur les salaires. Si vous avez compris quelque chose, Emmanuel, vous êtes sûrement meilleur économiste que moi. Moi, j'ai absolument rien compris. Celle-là, c'est une parmi d'autres. C'est vraiment mal écrit. D'une époque quand même. Alors, est-ce qu'on peut le ranger dans la case de ces grands patrons, ingénieurs des années 70, type Jean-Louis Beffa, type Louis Gallois, je sais pas moi. Oui, je trouve que moi je suis assez d'accord avec Christian sur le côté un peu vieillot de ses thèses, le côté un peu nostalgique, mais il pose quand même un débat qui n'est plus posé en France, qui est celui de l'industrie. C'est vrai qu'au fond, il explique, et je pense qu'il a raison, parce qu'on l'a vu à l'usage au fil de ces années, que la technocratie française, qui était très industrielle à l'époque où le Floch était lui-même aux affaires, si j'ose dire, est devenue totalement financière aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'étonne, par exemple, aujourd'hui de voir un Emmanuel Macron se mêler du dossier Renault-Nissan, mais à ma connaissance, c'est la première fois que Macron se mêle d'un dossier industriel lourd. Et en réalité, Renault-Nissan, c'est exactement le débat qu'ouvre le Floch-Prigent dans son bouquin. C'est-à-dire, est-ce qu'on va laisser Renault filer dans les mains des Japonais? Parce que c'est un peu ça la crainte de l'État français aujourd'hui. Donc, ça veut dire que ce débat n'est pas totalement mort. Il est encore assez actuel, mais on l'a oublié. C'est-à-dire qu'on considère que justement, c'est tellement ringard de poser ce type de débat sur les grands champions français qu'on a décidé de ne plus se poser cette question. Or, il y a quand même dans d'autres pays, encore une fois, des capitales qui se posent la question de leurs champions industriels, de la façon de les préserver, parce que c'est de l'emploi, c'est du savoir-faire, c'est pour les territoires des choses importantes. Et je pense qu'en France, on a un tout petit peu oublié cette question. Alors Christian, vous avez choisi non pas de nous parler de la bataille de l'industrie, mais de la bataille de l'eau. Ça s'appelle « Une victoire face aux multinationales » par Anne Lestrade, ma bataille pour l'eau de Paris, et c'est aux éditions des Petits Matins. De quoi s'agit-il? Alors Anne Lestrade, c'est l'ancienne maire adjointe de Bertrand Delanoë, lorsqu'il était maire de Paris, en charge de la gestion de l'eau. Et donc lorsqu'elle arrive à la mairie de Paris, elle s'aperçoit qu'il y a 2 grandes filiales des multinationales, Suez et Veolia, qui gèrent la rive gauche, qui se partagent Paris, un à la rive gauche et l'autre à la rive droite pour la distribution de l'eau. Elle s'aperçoit de quoi? Que sur les 25 ans de gestion par les entreprises privées, les prix ont augmenté à peu près de 7% en moyenne, que les comptes sont complètement opaques, qu'il y a un sous-investissement, que les marges sont énormes, les prix bien évidemment très élevés, qu'on s'aperçoit que 3 fois plus de branchements que déclarés par ces 2 filiales en fait sont des branchements au plomb alors qu'ils auraient dû les remplacer. Bref, on s'aperçoit que ça a été plutôt mal géré en termes d'investissement. Et par contre, que les marges ont été extrêmement fortes et que ces 2 multinationales ont gagné beaucoup. Donc, elles s'en sont mis plein les poches au détriment du consommateur parisien. Et donc, elle engage la bataille politique. Alors, il y a tout un chapitre sur la bataille politique qui est le moins intéressant. Elle règle ses comptes avec tout le monde. Bon, je le laisse tomber. Il y a un chapitre sur comment l'administration de Paris a quand même reculé en disant on ne change pas d'habitude comme ça. Et puis, il y a quand même un chapitre savoureux sur comment ces multinationales qui ont repris le pouvoir se sont battues. Elle dit Gérard Mestral
l'Australais du côté de Suez, pas de souci, il n'était pas content, mais il a collaboré, il a accepté la décision politique. Monsieur Proglio, dont on parlait tout à l'heure, patron de Veolia à l'époque, lui n'a pas du tout accepté la décision. Il a fait tout ce qu'il fallait pour saboter la décision politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Des techniciens qui étaient au point, il les a sortis de la filiale pour les mettre dans une autre filiale pour pas que la mairie de Paris puisse les récupérer. Le dernier jour du contrat, il a augmenté tous les salaires pour que ça plombe la masse salariale de la nouvelle entité publique. Il a engagé des politiques de communication pour dézinguer Madame Lestrade à chaque fois qu'elle arrivait dans une conférence où l'un des financeurs était privé. Il intervenait pour qu'elle ne puisse pas parler. Enfin, une stratégie de communication et de sabotage absolument terrible. C'est le chapitre le plus intéressant, l'analyse économique du partage entre cette gestion privée défectueuse, cette gestion publique, et j'en termine par là, dont le résultat est aujourd'hui plutôt positif. Bonne santé financière, les prix qui baissent. Alors, ce que dit pas Anne Lestrade, c'est que les prix qui baissent, certes aujourd'hui, mais demain ce sera difficile. Comme elle le rappelle à la fin de l'ouvrage, la consommation baisse. Il va falloir investir avec de moins en moins de clients, de plus en plus d'investissements. Il va falloir que la régie publique emprunte sûrement et qu'elle emprunte un peu et au bout d'un moment elle ne pourra pas faire exploser sa dette. Donc je pense que le prix de l'eau, elle ne le dit pas dans le livre, mais je pense que le prix de l'eau à Paris va finir par augmenter. Néanmoins, c'est vraiment un bon exemple. Ce n'est pas de la théorie, c'est un cas concret. Voilà, c'est un témoignage en fait. C'est plus qu'un témoignage, c'est une analyse concrète de comment la privatisation n'a pas fonctionné et comment on peut avoir un service public de qualité. Daniel Fortin. Oui, alors sur ce bouquin, vous dites c'est une analyse. Moi, je trouve que c'est un acte militant. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait qu'Anne Lestrade fait partie d'ailleurs d'une association, je crois, qui défend la gestion publique de l'eau. Donc elle a vraiment, elle en a fait philosophiquement. Elle oublie de dire au passage que si on a tant de gestion privée en France, la gestion, je crois qu'on est les champions du monde. Hein. Aucun autre pays n'a autant de communes dont l'eau est gérée par des groupes privés. C'est bien parce qu'il y a eu une faillite à un moment de la gestion publique. Ça, c'est une parenthèse. D'autre part, je trouve que le titre qu'elle utilise, les multinationales. Alors voilà, on a tout dit quand on a dit ça. Les groupes privés, ces affreux, ces grandes entreprises horribles françaises, dont on oublie de dire quand même, puisqu'on cite Veolia et Suez, que grâce précisément à leur expertise dans le domaine des communes françaises, elles ont bâti justement un savoir-faire qui fait que ce sont aujourd'hui des entreprises mondialement admirées et probablement parmi les mieux placées pour accompagner la transition énergétique que l'on va vivre dans les années qui viennent. Donc je trouve qu'il y a quand même une façon, là encore, de fustiger, au fond, ces groupes privés, alors, dont le comportement à Paris, je vous l'accorde, n'a pas toujours été exemplaire, ni d'ailleurs dans d'autres communes. Ça, je le sais très bien, tout le monde le sait, c'est archi connu. Elle ne nous apprend rien, d'une certaine façon. Elle ne fustige pas en général, non, à Paris, uniquement dans le cas concret. À Paris, parce que Paris, c'était... pas rentrer dans le détail, c'était le système Chirac. On savait très bien que il y avait beaucoup de choses à faire pour ces groupes, en tout cas beaucoup d'argent à donner aux politiques pour obtenir des contrats. Mais en tout cas, globalement, quand même, on a un système en France, encore une fois, de groupes qui sont à la fois dans la gestion de l'eau, dans la gestion des déchets, des champions mondiaux. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde de Suez Environnement ou de Veolia. Et donc, de quoi se plaint-on? Les multinationales que dénonce Anne Lestrade, une victoire face aux multinationales. On dirait vraiment Jeanne d'Arc, qui a... c'est absolument étonnant comme tonalité, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout, Christian, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire que le cycle, c'est toujours le même. C'est-à-dire que le public reprend la main, il n'ose pas augmenter les tarifs pour des raisons politiques. Du coup, il ne fait pas d'investissement, le réseau se délabre, on finit par rendre les clés au secteur privé qui, lui, va faire les investissements, va augmenter les tarifs, jusqu'à ce que, d'un seul coup, l'idée que la municipalité revienne en disant on reprend les clés une fois de plus. C'est un peu cyclique, tout ça, Vous avez une sacrée façon de réécrire l'histoire de votre point de vue qui est tout à fait étonnante. Je vous engage. C'est ce qu'on a vu sur le long terme. Je vous engage à lire... Cette alternance de phase de gestion. Je vous engage à lire le livre, Emmanuel, de manière plus approfondie, parce que vous verrez que ce cycle, c'est pas du tout... Il y a bien un cycle, mais c'est pas celui que vous décrivez. C'est une gestion publique qui marche bien. C'est des intérêts privés qui s'emparent de cette gestion pour ne pas investir, sous-investissement chronique du privé, notamment dans le réseau de distribution à Paris, marge extrêmement élevée, 17 à 18%. Les statistiques ne viennent pas d'Anne Lestrade, mais d'un audit extérieur qui a été fait. Donc les chiffres ne sont pas ceux d'Anne Lestrade, mais ceux d'un audit extérieur, repris en main par le public, qui réinvestit et qui
met son savoir-faire dont parlait Daniel, non pas au service de l'intérêt privé, mais au service de l'intérêt général. Et j'ajoute que ce n'est pas du tout simplement une élue écolo qui fait ça. Monsieur Estrosi, suite à l'exemple de Paris, maire de Nice, les Républicains, a décidé de suivre exactement la même voie parce qu'il trouve que c'est la bonne voie. Donc ce n'est pas du tout simplement un combat politique et ce n'est pas une bataille d'Anne Lestrade contre les multinationales, mais contre deux filiales. Oui, bien sûr. On verra ça jusqu'à la prochaine mode. On verra ça jusqu'à la prochaine mode qui sera... Pas, ça reviendra de votre côté. Voilà, c'est ça, l'histoire est un éternel mouvement de balancier. Merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission.